I just kind of glanced off, looked up into the crowd, and he just flashed at my head 2 feet away. And I just went like that as to swing at it like at a fly. Une arène bondée, vibrante d'énergie, remplie de champions de karaté, de reporters et de curieux. L'année est 1967, et peu en Occident ont déjà vu du kung-fu en combat réel. Un jeune Bruce Lee entre sous les projecteurs au tournoi international de karaté de Long Beach. Il commence par des démonstrations ludiques, des pompes équilibrées sur 2 doigts, des coups de pied fulgurants, des mouvements trop rapides pour l'œil. Puis vient le défi qui restera gravé dans les mémoires pour des générations. Un combat qui dure quelques secondes seulement, mais qui réécrit l'histoire des arts martiaux. Son combat record contre le champion Victor Moore a changé le karaté à jamais. Avant les projecteurs, avant que Bruce Lee ne devienne une icône mondiale, il n'était qu'un jeune homme cherchant à faire ses preuves dans un monde qui ne connaissait pas encore son nom. Né à San Francisco en 1940, mais élevé dans les rues animées de Hong Kong, Bruce a grandi dans une culture où les arts martiaux étaient plus qu'un sport. Ils étaient survie, discipline, identité, et une bouée dans une ville qui menaçait de l'écraser. Adolescent, Bruce se retrouvait constamment dans des bagarres de rue. Il était rapide, audacieux, intrépide, mais il avait besoin de direction. Celle-ci vint quand il commença à s'entraîner au Wing Chun Kung Fu sous la légende Ip Man. Le Wing Chun n'était pas comme les styles flashy vus à l'opéra chinois. C'était proche, pratique, conçu pour le vrai combat. Bruce absorba ces leçons rapidement. Garde les mouvements simples, attaque directement, ne gaspille jamais d'énergie. Mais même alors, il ne pouvait s'empêcher de poser des questions. Pourquoi bloquer d'une façon quand une autre pourrait être plus rapide? Pourquoi se limiter à un seul style quand chaque technique a quelque chose à enseigner? Quand il revint aux États-Unis à la fin des années 1950, il portait plus que des connaissances martiales. Il avait une curiosité insatiable et une volonté de prouver que le kung-fu n'était pas juste une tradition ancienne. C'était un système de combat vivant, respirant. À Seattle, il ouvre une petite école d'arts martiaux. Plus tard à Oakland et Los Angeles, ces écoles grandissent. Il entraîne des élèves de tous horizons, boxeurs, pratiquants de karaté, même des acteurs d'Hollywood voulant apprendre ses méthodes. Sa philosophie prenait forme. Les arts martiaux doivent s'adapter, évoluer, couler, pas être piégés dans des schémas rigides. Mais le monde des arts martiaux en Amérique n'était pas convaincu. Le karaté explosait. Le judo était respecté. La boxe avait sa place établie. Le kung-fu, pour beaucoup, c'était exotique, mystérieux, peut-être même impraticable. On se demandait, ce jeune homme mince et énergique pouvait-il vraiment tenir tête aux champions de karaté du moment? C'est pourquoi les tournois devinrent le terrain de preuve de Bruce. Pas pour les trophées, pas pour les médailles, mais pour montrer devant des foules bondées et des experts sceptiques ce qu'il pouvait réellement faire. Son premier grand tournant arrive en 1964 au tournoi international de karaté de Long Beach. Il stupéfie la foule avec son coup de poing d'1 pouce et ses frappes en rafale. Mais 3 ans plus tard, en 1967, il revient à Long Beach. Plus affûté, plus rapide, prêt à montrer un côté de lui qui changera l'histoire du combat à jamais. L'été 1967. Bruce Lee n'est plus un visage curieux dans la foule. Il a déjà marqué Long Beach 3 ans plus tôt. Mais maintenant, il revient avec un but. La communauté des arts martiaux doutait de la praticité du kung-fu. Le karaté dominait la scène américaine. Le judo avait le prestige olympique. La boxe était le roi incontesté. La question qui bourdonnait dans l'arène, Bruce Lee pouvait-il prouver que le kung-fu n'était pas juste du spectacle, mais du vrai combat? Le tournoi regorgeait de talents, Chuck Norris, Mike Stone, Joe Louis. Ces hommes étaient des noms connus, déjà célèbres pour des performances records dans les tournois à travers le pays. Si Bruce échouait ici, devant de tels champions légendaires, sa réputation pourrait ne jamais s'en remettre. Mais Bruce n'arrive ni timide ni hésitant. Il commence par des exploits de force et de contrôle. D'abord, les fameuses pompes à 2 doigts. Corps parfaitement aligné, doigts droits comme des barres. Il descend et remonte, entièrement équilibré sur 2 doigts. Halètement dans la foule. Même les artistes martiaux chevronnés sont stupéfaits. Ce n'était pas un tour de cirque. C'était la preuve d'une puissance fonctionnelle brute, forgée par des années de discipline. Puis, démonstration à l'aveugle. Il se bande les yeux. Invite son élève Tech Kimura sur scène. Kimura lance des poings et des coups de pied. Bruce les intercepte avec facilité, glisse devant les attaques comme s'il les sentait avant qu'elles n'arrivent. Pour la foule, c'était déroutant.
Pour Bruce, c'était la preuve que la maîtrise, c'est l'instinct, le timing, l'adaptabilité, pas la forme rigide. Le buzz monte. Ce jeune homme est-il vraiment aussi inarrêtable qu'il en a l'air? Les champions de karaté se penchent en avant, attendant le moment où Bruce affronterait quelqu'un à égalité. Et puis, Victor Moore entre en scène. Vic Moore monte sur scène. 4 fois champion du monde de karaté. Ceinture noire 10e dan. Réputation bâtie dans les arènes les plus dures. Il a vaincu certains des meilleurs combattants du monde. S'il y avait quelqu'un capable d'exposer Bruce Lee, c'était lui. Ce qui suit restera gravé dans l'histoire. En quelques secondes, le défi de vitesse légendaire entre Bruce Lee et Vic Moore se déroule. Et il est capturé en images réelles, des images qui choquent encore les historiens des arts martiaux aujourd'hui. Bruce explique les règles calmement. Je vais lancer un coup de poing. Si Vic Moore arrive ne serait-ce qu'à toucher ma main pendant qu'elle arrive, j'admettrai la défaite. Pas de chaos. Pas de combat prolongé. Juste un contact. Ça semble simple. Après tout combattant entraîné pratique le blocage. Mais ce n'était pas une question de force. C'était une question de vitesse. Une vitesse à un niveau que la plupart n'avaient jamais vu. Bruce prend sa garde. Il semble à peine bouger. Puis, dans un éclair, son poing jaillit comme la foudre, s'arrêtant juste avant le visage de Moore. Le coup est venu et parti avant que Moore ne puisse réagir. Halètement dans la foule. Bruce se replace. Même résultat. La main de Moore n'a jamais quitté sa garde. Elle était figée par l'impossibilité du défi. Il répète. Encore. Et encore. À chaque fois, sa main glisse à travers les défenses de Moore. Les images réelles de ce moment, préservées après toutes ces années, restent l'un des documents les plus convaincants des capacités de Bruce. Même ralenti, la caméra peine à suivre son mouvement. Ses frappes étaient trop rapides pour l'œil humain. Ce que la foule a vu en quelques secondes a été étudié par des artistes martiaux pendant des décennies. Des années après, Vic Moore affirmera avoir bloqué certains de ses coups et même porté quelques frappes de son côté. Mais voici le problème, aucune autre image, aucun témoin oculaire ne confirme cette version. Des centaines de spectateurs, dont Chuck Norris et Joe Louis, ont vu la même chose. Le champion du monde n'a pas pu poser un doigt sur Bruce Lee. Pour beaucoup, le débat s'est terminé là. Ce qui rend ce défi légendaire, ce n'est pas juste le résultat, ce sont les implications. Dans l'histoire des arts martiaux, les tournois étaient souvent des points, des frappes mesurées, des techniques contrôlées. Bruce, lui, ne s'intéressait pas au score. Il voulait montrer à quoi ressemblait le vrai combat. Sa philosophie était simple, intercepte l'attaque avant même qu'elle n'arrive. Ce principe devint le cœur de son propre style, Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Et il l'a fait. Les défenses de Moore, affinées par des années de tournois de karaté, n'étaient pas suffisantes face à la vitesse record de Bruce. Ce n'était pas une question de force brute ou de taille. Bruce était plus petit, plus léger. C'était une question de timing, précision, réflexe si aiguisé que dès qu'un adversaire pensait bouger, Bruce était déjà là. La foule quitte Long Beach sans doute. Ils avaient vu quelque chose d'inoubliable. Un combat qui a duré quelques secondes, mais qui a réécrit ce que les artistes martiaux croyaient possible. Les images de Bruce surpassant un champion du monde restent l'un des clips les plus rares et légendaires de l'histoire des arts martiaux. C'est le moment qui a transformé Bruce d'une étoile montante en un champion incontestable. Et qui a prouvé que son influence dépasse largement un seul tournoi. Mais Bruce n'était pas seulement vitesse. La suite de sa démonstration allait montrer un autre aspect de sa maîtrise, la puissance. Si la vitesse le rendait intouchable, son coup de poing d'un pouce a montré pourquoi chaque frappe qu'il portait pouvait être dévastatrice. La vitesse seule ne fait pas un grand combattant. À quoi bon être le plus rapide si ton coup ne fait pas de dégâts? Bruce le savait. C'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour combiner vitesse et puissance record. Son exemple le plus célèbre? Le 1-inch punch, un spectacle qui déconcerte encore aujourd'hui. À Long Beach, après avoir stupéfié la foule face à Vic Moore, Bruce se tourne vers une démonstration presque impossible. Il se place devant un volontaire grand. Pose son poing à un pouce de sa poitrine. L'avertit de se préparer. Puis, avec un mouvement court et explosif, il livre un coup qui projette l'homme plusieurs mètres en arrière, s'écrasant dans les spectateurs. La foule devient folle. Même au ralenti, le corps de Bruce bouge à peine. Pourtant, la force est indéniable. Comment a-t-il fait? Ce n'était pas de la magie. C'était de la biomécanique.
Bruce avait étudié comment générer une force maximale avec un mouvement minimal. Il entraînait ses fibres musculaires rapides sans relâche. Il construisit la capacité d'exploser sur commande. Il utilisait ses hanches, épaules, jambes en parfaite synchronisation. Il canalisait l'énergie à travers tout son corps jusqu'à son poing, en une fraction de seconde. Il a même emprunté des concepts à l'escrime, traité le coup comme une estocade d'épée, directe, nette, imparable. C'était différent de ce que la plupart des combattants pratiquaient à l'époque. En boxe, la main forte est gardée en arrière pour des crochets puissants. Bruce inversait l'idée. Sa main avant devenait l'arme, rapide, précise, étonnamment forte. C'était une pensée de combat retournée, qui lui donnait un avantage impréparable. Le 1-inch punch n'était pas juste un show. Il prouvait que la force dévastatrice pouvait venir de l'économie de mouvement. Pas d'énergie gaspillée. Pas de grand élan. Juste l'efficacité pure. C'était la philosophie de Bruce. Combat plus intelligemment, pas plus fort. Tandis que les champions de karaté misaient sur des katas bien rodés, les boxeurs enchaînaient des combinaisons pour submerger, Bruce montrait qu'une seule frappe, lancée avec un timing parfait, pouvait terminer un combat en quelques secondes. La science confirme plus tard. Des études sur les boxeurs montrent que les coups peuvent générer plus de 1000 livres de force. Le 1-inch punch de Bruce, bien que jamais mesuré en labo, a été estimé par des experts comme rivalisant ou dépassant ces chiffres, malgré la portée minuscule. Pas étonnant que ces démonstrations soient devenues légendaires. Mais il y a un sens plus profond. Pour Bruce, le coup n'était pas juste un stunt. Il symbolisait sa conviction que les arts martiaux doivent être efficaces, pas traditionnels. Pourquoi perdre du temps sur des mouvements élaborés si une frappe directe peut terminer le combat? Cette pensée forma la base de Jeet Kune Do, la philosophie martiale qu'il s'apprêtait à dévoiler au monde. La vitesse et la puissance de Bruce étaient époustouflantes. Mais il ne voulait pas être Remember seulement pour des coups flashy ou des exploits records. Pour lui, le combat n'était que la surface. Ce qui comptait vraiment, c'était la philosophie en dessous. Il croyait que les arts martiaux devaient évoluer au-delà des styles rigides et des traditions. À l'époque, karaté, judo, kung-fu étaient enseignés avec des règles strictes. Pratiquants mémorisaient des katas, des formes, restaient loyaux à leur style. Bruce respectait la tradition, mais il voyait aussi les limites. Et si un mouvement est beau à l'entraînement mais échoue en vrai combat? Pourquoi se limiter à une école quand le monde offre d'innombrables techniques? Il était direct, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui est uniquement tien. Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte, fut sa réponse. Au lieu d'être lié à un seul style, Bruce encourageait à emprunter, adapter, personnaliser. Du Wing Chun, il gardait les coups en chaîne, les blocages d'interception. De la boxe, le jeu de jambes, le rythme. De l'escrime, l'idée des poussées directes. Du judo et grappling, le contrôle, l'effet de levier. Il a tout cousu ensemble dans quelque chose de nouveau, une méthode de combat qui valorisait la liberté sur la forme. Mais Jeet Kune Do n'était pas juste physique. C'était mental. Bruce disait souvent, le plus grand adversaire n'est pas la personne en face de toi. C'est toi. Le doute, la peur, la colère, la rigidité. Ce sont les vrais ennemis. Son histoire célèbre du verre vide l'explique le mieux. Si ton esprit est déjà plein d'idées fixes, tu ne peux rien absorber de nouveau. Pour grandir vraiment, tu dois d'abord vider le verre. Et puis vient sa métaphore la plus célèbre, l'eau. Sois comme l'eau, mon ami. Coule quand il le faut, déferle quand il le faut. Ne résiste pas, ne t'accroche pas à la forme. Adapte-toi à ce que tu affrontes, que ce soit en combat ou dans la vie. Cette mentalité était révolutionnaire à l'époque. Pour beaucoup, ça sonnait comme de l'hérésie. Mais Bruce n'avait pas peur de la controverse. Il construisait un chemin qui inspirerait des générations de combattants. L'un des aspects les plus fascinants de l'héritage de Bruce, il existe très peu d'images réelles de lui en combat. La plupart de ce qu'on sait vient des films, des histoires, des démonstrations. C'est pourquoi les rares clips de 1967 à Long Beach sont si précieux. Ils ne montrent pas juste un artiste martial en performance. Ils montrent Bruce Lee en combat. Dans les images, Bruce porte une bande blanche dans le dos pour se distinguer de son adversaire, son élève. L'élève ouvre avec un coup de pied latéral tranchant, assez pour terrasser la plupart. Bruce l'intercepte instantanément. Ce n'était pas un hasard. C'était le cœur de Jeet Kune Do, éteindre une attaque avant qu'elle n'ait une chance d'atterrir. L'élève avance avec une rafale de coups de pied. Bruce glisse, neutralise, juste assez.
puis une salve de poing vers le visage de Bruce. La foule s'attend à ce qu'il bloque ou recule. Au lieu de ça, 2 coups fulgurants. Ils atterrissent net. L'adversaire chancelle. L'élève tente encore, feinte, coup droit. Bruce bloque, puis envoie un genou puissant droit vers la tête. Le matériel de protection absorbe, mais sans ça, ça aurait été un chaos. Le combat continue, mais le résultat est clair. Bruce domine chaque échange. Il est toujours un pas en avant. À un moment, alors que l'adversaire lance un autre point, Bruce frappe en premier, coup net au visage, puis balayage au sol. Le coup de suivi, retenu mais précis, rend évident, s'il s'était agi d'un vrai combat, ça aurait été fini là. Ce qui frappe dans ces images? Pas juste la vitesse ou la précision. C'est le contrôle. Il n'essayait pas d'humilier son élève. Il enseignait et montrait à la foule à quoi les arts martiaux devraient ressembler en vrai combat, rapide, décisif, efficace. Pas de mouvements gaspillés. Pas d'échanges prolongés. Juste la domination complète par le timing et l'adaptabilité. Pour les champions dans la foule, Chuck Norris, Mike Stone, Joe Louis, des gens qui avaient entraîné pendant des années dans des systèmes structurés, maîtrisé les katas, les règles de tournoi, ceci était une révélation. Bruce montrait ce qu'était le combat sans règles. Et cette influence a ondulé à travers l'histoire des arts martiaux, posant les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux mixtes, MMA. Les images de Long Beach n'ont pas juste impressionné la foule. Elles ont planté des graines qui deviendraient l'un des plus grands changements dans l'histoire des arts martiaux. Jusqu'alors, la plupart des combattants en Amérique s'entraînaient dans des styles clairement définis. Karaté, boxe, judo grappling. Traverser les styles? Presque impensable. Bruce Lee a brisé ce mur en montrant aux champions de karaté que le kung-fu n'était pas juste théâtral, mais brutalement efficace. Il les a forcés à repenser ce que le combat pouvait être. Chuck Norris, Joe Louis, Mike Stone, tous dans cette audience, ont plus tard admis l'influence profonde de Bruce sur leur entraînement et leur combat. Joe Louis, père du kickboxing américain, crédite Bruce pour l'avoir aidé à développer des stratégies combinant karaté et boxe. Chuck Norris, 6 fois champion du monde, s'est entraîné en privé avec Bruce et a intégré sa philosophie dans son enseignement. Mike Stone parle de l'impact des idées de Bruce sur le mélange efficacité plus tradition. Mais l'influence de Bruce allait au-delà des combattants individuels. Il a ouvert la voie aux arts martiaux mixtes, MMA. Son idée d'emprunter à tous les styles, boxe, judo, lutte, escrime, kung-fu, était révolutionnaire dans les années 60. Aujourd'hui, c'est la base de l'UFC et du MMA moderne. Les combattants s'entraînent dans plusieurs disciplines parce qu'ils savent que la spécialisation ne suffit pas. Ce concept vient directement de Jeet Kune Do de Bruce Lee. Et puis il y a sa philosophie, qui va bien au-delà du ring. Sois comme l'eau, mon ami. Ce n'était pas juste une phrase accrocheuse. C'était une façon de vivre. Bruce enseignait qu'un combattant comme l'eau devait s'adapter à toute forme, couler dans toute ouverture, ne jamais s'accrocher à la forme. En combat, rester imprévisible. Dans la vie, embrasser le changement au lieu de le résister. Cette leçon a résonné auprès des athlètes, des acteurs, des leaders d'entreprise, des gens ordinaires qui voyaient en Bruce un modèle de flexibilité et de résilience. Le combat de Long Beach, qui a duré quelques secondes, est devenu un symbole. Les arts martiaux ne consistent pas à mémoriser le plus de mouvements. C'est qui peut penser, s'adapter, frapper quand ça compte. De cette façon, Bruce est devenu plus qu'un champion. Il est devenu un enseignant pour quiconque voulait maîtriser le combat et soi-même. Des décennies plus tard, on revient encore à ce tournoi légendaire, à cette lamelle d'images réelles, pour se souvenir de l'homme dont l'influence durera éternellement. Le combat légendaire de Bruce Lee à Long Beach. Rapide. Choquant. Mais aussi symbolique de liberté. Liberté des styles rigides, liberté du doute, liberté de devenir quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi, des décennies après sa mort, Bruce Lee reste ce qu'il était cette nuit-là, un champion. Quel fut son plus grand apport selon vous? La vitesse? La puissance? La philosophie? Partagez vos pensées dans les commentaires. On adore vous lire. Pour l'instant, on se tire. À la prochaine.